Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré aujourd'hui à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois de septembre 2025. Un Bat Reviews assez petit parce qu'il n'y a que deux petites lectures. Et oui, Batman se raréfie chez Urban Comics. Mais nous, on est toujours là pour vous parler de ces récits. Et pour m'accompagner dans ce podcast, on est accompagné d'une belle équipe. Ça change un petit peu. Je suis content. Des nouvelles têtes. C'est pas toujours les mêmes et ça fait plaisir. Moi, c'est Nico. Je suis accompagné de Kevin. Salut. Bon, Kevin, on l'avait déjà vu, c'est vrai. Mais il y a aussi Bruno. Hello. Et Bruno, il se fait un peu plus rare. Il y a aussi Siegfried. C'est vrai que je ne suis jamais là. Coucou tout le monde. Qui est rarement là. Et Alexandra est là aussi. Salut. Salut Alex. On t'entend un peu moins aussi ces derniers temps, c'est vrai. Donc du coup, je suis content de vous avoir avec moi pour parler de deux récits, un récit Batman, un récit un peu moins Batman. Il va y avoir des choses à dire. J'ai préparé l'alerte Siegfried au cas où, on ne sait jamais. On ne sait jamais, les amis. Ça, à tout moment, ça nous saute sur la figure, tel un alien. Mais pour le moment, on va. Tu peux la mettre très loin, hein, t'inquiète pas. Tu peux la baser à l'autre bout de la pièce. C'est vrai? Ah mince. Oh là là. Même pour le kiff? Non, même pas? Ok, bon. Tant pis. Eh bien, les amis, c'est parti avec le deuxième tome d'une série qui, moi, personnellement, m'avait plutôt plu au niveau du premier tome. On va voir si le deuxième tome tient toutes ses promesses. C'est Batman Dark Patterns par Dan Waters et Hayden Sherman. Alors, petite innovation, oui, parce que je suis comme ça, j'innove un petit peu. Je veux juste vous donner un petit peu quelques détails techniques. Le prix, c'est 16 €. Le nombre de pages, c'est 80 pages et ça a été publié le 12 septembre 2025. Voilà, comme ça, vous avez les informations techniques et je laisse la parole à Bruno pour vous parler du récit. Alors, je commence parce qu'en plus, je suis trop fier. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Alors, l'avis global, il est assez bon tout en étant mitigé. On est devant un récit relativement court, mais a priori, c'est le parti pris sur cette série. Un récit relativement court et avec une unité de lieu, ce qui est assez rare, qui lui confère une ambiance toute particulière, l'unité de lieu étant un immeuble délabré de Gotham. Alors pourquoi la mitigée? Parce que ça regorge de bonnes idées, en particulier visuelles, même si le graphisme est assez particulier. Ça regorge de bonnes idées, ça fait référence à des lithographies des chairs, ça dégage une ambiance tout à fait particulière. Mais par ailleurs, au niveau du scénario, là aussi, il y a je dirais, des points positifs. Il y a des fausses pistes. C'est assez. Ça a tendance un petit peu à partir dans tous les sens pour essayer un petit peu de perdre le lecteur, mais c'est assez artificiel parce qu'au final, le fil rouge de l'histoire, il est assez éventé. Il est même éventé pour moi de façon assez maladroite avant même que l'histoire commence avec je suis d'accord. Ouais. Il y a une première page avant même que le récit commence. Tu dis ah ok bon j'ai à peu près déjà compris le truc quoi. Et ça gâche un peu. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire un très bon volume. Comme je le disais, hein, ça se passe dans une tour délabrée. Il y a eu un policier qui s'est fait tuer, des otages, des habitants dont on ne sait plus s'ils sont sous l'emprise d'un groupe criminel ou d'une entité. Enfin bon, c'est assez, ça part de façon assez intéressante. Et au final, on reste un peu sur notre faim, à la fois sur le fait que tout est assez prévisible, tout en constatant que ce qui pouvait être imprévisible n'est pas exploité. Alors, à un moment donné, il y a un personnage qui apparaît, on se dit tiens, qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage? Et puis finalement, rien. Et puis finalement, la fin est assez convenue et laisse vraiment sur notre faim. Et comme je le disais, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait matière à faire quelque chose de très intéressant. Et moi, il y a quelques planches en particulier qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, c'est assez mitigé tout en étant quand même positif parce que
bah, c'est quand même rare d'avoir des one-shots comme ça qui essayent de sortir de l'ordinaire sans aller dans le grand n'importe quoi. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis de la team, mais c'est un peu ce que moi j'en pense. C'est quelque chose que je conseillerais quand même de lire. Ça se lit assez vite et c'est assez original quand même. Ça se démarque. Ouais, mais alors qui veut prendre la parole? Kevin, peut-être. Je sais que tu as préparé la review pour le site, qu'on n'a pas encore publié à l'heure où on enregistre ce podcast, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que tu veux en dire? Elle est terminée, oui, la review. Bah moi, j'ai beaucoup aimé le récit, hein, tout comme le premier tome. Moi, j'ai beaucoup aimé retrouver cette sensation d'univers très sombre, le fait que ce soit hors continuité aussi, que ce soit quelque chose d'assez libre qui est fait. Après, pour moi, voilà, le côté vraiment négatif de ce récit, c'est vraiment que déjà d'une, ça coûte 16 €, ça fait que 80 pages, et que bah, dès que vous ouvrez la première la couverture, en fait, dès que vous ouvrez le livre, on a cette première page qui spoil tout, parce que moi, j'avais absolument rien vu, même d'ailleurs dans le résumé derrière, il n'y a aucun spoil, il n'y a rien sur le grand vilain, sur le grand méchant. Et là, dès qu'on ouvre le bouquin, la première page, bim, on a le spoil énorme. Donc ça, j'ai trouvé que c'était carrément Ouais. dommage d'avoir ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai rebondi sur quand Bruno Oui, en a parlé. Je suis d'accord avec toi sur ça. Et en même temps, en fin de compte, tu vois, quand tu lis le récit, tu te rends compte qu'en fait, il est dévoilé au bout de quelques pages à peine. Donc en Alors, fait, il c'est apparaît un sur la, peu- sur la 15e planche, plus précisément. Ouais, Après, il apparaît quand même comme une espèce de twist. Il apparaît quand même une espèce de oui, oui, contre-plongée un peu dans l'ombre. Donc, on est quand même ouais, supposé être surpris. Et c'est vrai que sur 80 pages, qui essaient de ménager leur effet, la 15e planche, ça peut être plutôt important quand même. Enfin, c'est supposé ouais, faire ressentir quelque chose. Donc, il y a quand même un effet d'éventement, mais ça ne spoile pas la fin, un twist final non plus. Mais bon, non, ouais, ouais, c'est vrai que ça évente non, quand même mais ce qui est on supposé a être dans l'intrigue être présenté comme une espèce de twist. ouais, il y a c'est eu un une peu sorte dommage. quand même de mystère, parce que si on lit le résumé derrière, quelqu'un qui ne connaît absolument rien de l'histoire ni rien, qui lit le résumé à l'arrière, que ça l'intéresse, et qui se dit tiens, ça a l'air intéressant, en plus je connais pas, je vois, il n'y a pas le méchant qui est affiché ni rien, t'ouvres la première page, bim, tu sais tout de suite c'est qui, Tout à fait. si tu connais un minimum la galerie de méchants de Batman. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça carrément dommage d'Urban Comics d'avoir mis ça. C'est surtout sur quelque chose où on n'a que 80 pages. Sur plus de 150 pages, ok, mais là 80 pages, 16 €, t'ouvres le bouquin, bon, enfin voilà, c'est assez dommage. Sinon, pour le bon côté, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire. Euh, Après, voilà, ça va très très vite, comme l'a dit Bruno. Je suis assez d'accord sur ce qu'il a dit. Mais voilà, après, on a des planches vraiment magnifiques, des découpages incroyables aussi de Eden Sherman qui dessine actuellement Absolute Wonder Woman, que je trouve vraiment très bon. Il a un style vraiment très vintage que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, après, l'histoire, en fait, le souci, c'est que ça part d'une idée où où en tout, il y aura 4 tomes. Et Mm. dans ce 4e tome-là, apparemment, c'est censé regrouper tout ce qu'on a vu de ces 3 chapitres-là, de ces 3 tomes-là. Donc, le fait de les sortir comme ça, un par un, avec 80 pages, c'est pour ça on a du mal un peu à visualiser le truc. Donc, on est un petit peu déçu, on est un peu sur notre faim, tout ça. Alors que si ça sortirait en intégrale et qu'on le lirait d'un bout à l'autre, je pense qu'on aurait une meilleure idée on apprécierait un peu plus l'histoire, je trouve. Mais voilà, sinon pour moi, ça reste Ouais, une bonne même si lecture. chaque histoire est indépendante, mais c'est vrai qu'après, c'est quand même le rapport prix nombre de pages qui forcément est assez conséquent, quoi. C'est conséquent, ouais. Mm. C'est comme je dis toujours, au début des New 52, on avait des récits de 150 pages au même prix. On avait 15 € je crois, ou quelque chose comme ça, de Ouais. mémoire. Là, on est sur 80 pages au même prix. Donc bon, Mais après, voilà, le marché du livre aussi, il a complètement évolué depuis les il a New 52. explosé. Je ne Ouais. justifie pas du tout ce prix et cette pagination, mais il y a aussi une évolution Ouais, ouais. du livre globalement où on peut plus du tout faire des points de comparaison. Mm. Ouais, ouais, Et c'est puis vrai que c'est pour ça ça a que je beaucoup dis que évolué. peut-être qu'en intégrale, peut-être qu'il se vendrait mieux. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que là, il se vend bien, je Et sais pas, mais je dis ça comme ça. C'est juste que. ils vont le faire, hein, parce que Ah économiquement, oui, c'est c'est sûr. avantageux et qu'ils sont obligés de prendre le marché et de prendre la place, comme le titre de Ramvi avec The One Hand on
Fingers, ils ont sorti les fascicules et là, l'intégrale sort en octobre, Ouais. quelque chose comme ça. C'est vrai que ça se fait, ils le font de plus en plus. Pareil pour Silence 2, du coup, qu'on aura C'est dans ça. ce Oui, format-là. Stratégie voilà, mais édito. c'est Ouais. quand même ça qui est un peu dommage parce que ça perd, parce que pour moi, c'est quand même des bonnes histoires. Le tome 1 était pour moi était très bon, là, le tome 2 pareil. Donc voilà, c'est juste ça qui est quand même qui reste bloquant, quoi. Bah, je sais pas si je peux rebondir ou Siegfried, tu Vas-y, veux. vas-y, Alex. Moi, j'aime bien ce côté récit très court. C'est comme les Watchmen qu'ils ont ressortis chez Urban en fascicule. Je trouve que ça permet de varier les expériences de lecture quand des fois tu as des titres un peu plus conséquents où tu sais que là, tu vas devoir te prendre plusieurs heures. Moi, je sais que j'avais un petit trajet en train et il y a un peu ce fait que oh, bah, je vais le finir là et je vais savourer une histoire que là, j'ai pris comme un récit un peu de polar. Alors, je ne le compare pas à du Ed Brubaker, mais voilà, j'ai une enquête, j'ai un point A, j'ai un point B, et je savais que ça allait finir. J'adore, moi, le concept de huis clos. J'adore l'idée que tout se passe dans un immeuble et que tu gravis les étages avec Batman, où c'est plus ou moins drôle par moment parce qu'il est un peu bloqué, donc il y a un côté un peu old school, je trouve un peu années 50, tu sais, où il commente constamment par quel étage il va passer. Il y a quelque chose de très verbeux qui, moi, je trouve fonctionne bien, qui dénote un peu avec le style de dessin qui est plutôt très actuel, mais qui marche très bien. C'est vraiment magnifique Mmh. et il y a une belle idée sur ça. Est-ce qu'on peut dire le méchant ou pas? Ou c'est du spoil? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, sur 80 pages, c'est du spoil. Bah, le choix du méchant, pour moi, je le trouve vraiment génial. Ça, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment fait tiquer au club de lecture que j'ai au Batman Escape où on a lu un titre et en fait, plein de gens. Merde, j'ai plus le titre. Zut. Et à un moment donné, il y a ce méchant-là qui apparaît, mais de manière très rapide. Et tout le monde était déçu parce qu'en fait, il disait oh, il a l'air bien celui-ci, mais on le voit très peu. Joker? Non, je non, c'est pas le Joker. Et je trouve le parti pris de l'avoir pris lui est intéressant. Vous avez été spoilé par la première page. Oui, mais la manière dont il est utilisé, où ça parle de traumatisme, où ça parle de transmission de traumatisme, même de relations à un pervers narcissique. Enfin, peut-être que comment dire, je surinterprète, mais la manière dont ça a été tourné l'idée d'en refaire une origin story, en tout cas de montrer ce personnage autrement et d'en mettre une autre lumière, moi j'ai trouvé ça hyper bien. Je trouvais que c'était pas forcément évident de le faire avec ce perso, que ça aurait peut-être plus de sens avec des plus connus. Et du coup, j'ai passé un très bon moment et le twist, moi je l'ai pas. Enfin, le fait que ce soit que j'ai vu que c'était ce perso-là, c'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, j'ai vu le twist à un autre moment avec la transmission. C'est horrible, je peux pas parler du titre. Alors, je l'ai plus vu à la fin et pas avec la révélation du méchant. Je l'ai plus vu Ouais. autrement quand il y a Oui, la mais c'est sûr passion qu'il y avec a un autre méchant. ouais, c'est Et je sûr qu'il y a trouve un que là, petit il y a une twist, donc réflexion. forcément. Sauf que le problème, parce qu'en effet, comme vous tous, je suis mitigée, c'est que bah, c'est trop court, c'est trop frustrant. On aimerait en savoir plus sur ces gens dans l'immeuble, on aimerait en voir un peu plus d'informations, parce que ça nous montre aussi une Gotham qui est pauvre, une Gotham qui est défavorisée, ça nous montre des femmes qui sont isolées, qui sont sous l'emprise, ça nous montre plein de choses qui sont hyper intéressantes. Et du coup, la fin est rapide. Tu sens en fait tu sens qu'il doit convenir, enfin je sais pas, peut-être tu parles pour lui, mais convenir dans une certaine pagination qui doit être terrible et qui est un peu dommage. Mais sur le principe, je trouve l'idée hyper bonne. J'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Après, oui, conseiller ça à des personnes, est-ce qu'ils devraient mettre ces sous-là pour ce titre-là? C'est tout le problème, en fait. L'intention, elle est hyper bonne. Moi, j'en ai parlé à l'éditeur qui a édité ce titre-là, qui a un vrai amour profond pour ce titre et pour cette collection. Et j'en doute pas, mais quid de qu'est-ce que tu veux faire avec ce public-là? Est-ce que tu as vraiment Après envie de le transmettre à un grand public? Parce que c'est hors budget, clairement. Mais après, c'est vrai que l'histoire, vu qu'elle est beaucoup plus intéressante, bon, pour 16 €, enfin, mais elle reste quand même beaucoup plus intéressante que, je sais pas, un Dark City, par exemple, Oui, ou un Batman qu'on a trouvé assez décevant. Donc, oui. au lieu d'acheter ces récits-là qui sont mauvais, acheter, bon, après, voilà, pour 80 pages, 16 €, mais au moins, ça vaut le coup. Il y a une bonne Pour avoir bossé en librairie, ça passe pas.
Les gens, ils vont pas Bah oui, supporter ouais, de mettre autant pour ça. c'est normal. Et quand C'est bien normal. même tu défends un titre, et c'est ça qui est paradoxal pour l'éditeur et même pour moi, c'est que je le trouve très bien. Je me trouve Mmh. très chanceuse d'avoir pu l'acheter, d'avoir pu le lire. Mais ça n'engage que moi. Ouais. Si je peux rebondir là-dessus, et sans vouloir empêcher Siegfried de parler, attention. Si tu regardes, il y a plus de pages que dans Killing Joke. Mais le problème, c'est que c'est pas Killing Joke. Ouais. Bon, Ouais. c'est quand même un bon récit. Mais surtout, c'est 16 € dans une série. Dans une série potentiellement de 4 volumes. Donc, si tu t'engages à prendre 16 € sur ces 80 pages-là, tu te dis, bon, ben, je vais aussi claquer mes 16 € pour les 2 volumes qui suivent. Je vais essayer de regarder, parce qu'on me l'a conseillé, le volume d'avant ou pas. Ben, c'est ça, c'est cette logique-là aussi. C'est que on n'est pas juste sur un one-shot. À la limite, ce serait un très bon one-shot. Tu dis, bon, allez, je lâche mes 16 €. Mais là, tu es déjà sur le côté un peu série, donc fidélisation. Et effectivement, c'est ça qui pêche un peu. Après, voilà, on sent bien qu'il a un cahier des charges. Hein, l'auteur de tenir en 80 planches, voilà, il fait ce qu'il peut. Au niveau de la narration, il y a des moments où on sent qu'il a envie de prendre son temps, ce qui rajoute de l'ambiance, c'est très bien. Et puis c'est dommage parce que ça tombe un peu dans l'eau par certains moments, quoi. Mais c'est vrai que essayer de considérer la série dans son ensemble et voir ce qu'ils pourront faire avec après, la question se pose. Enfin, Siegfried, ton avis sur le récit, du coup? Ouais, bon, je reviens pas sur la question du prix, effectivement, qui pour moi est problématique. Comme on dit, c'est le même prix, plus ou moins qu'un Killing Joke en édition de luxe, mais le problème, c'est effectivement cette sérialité et le fait que les publier en DC de luxe, ça impose de les surmarketer et donc on se doute que c'est ce marketing fait que Urban parvient à marger suffisamment sur ses volumes, même en les adressant à une niche, davantage qu'en les publiant dans un one shot qui risquerait de passer un peu inaperçu. Là, au moins, c'est une édition voilà, qui est supposée être luxueuse, qui est vraiment mise en avant. En plus, on les publie à la fois comme des récits autonomes et comme une série. Donc, c'est malin à la fois pour happer des gens qui voudraient découvrir Batman dans des tomes plus ou moins indépendants en termes d'histoire, mais en même temps pour les inciter à acheter les 4. Donc, c'est du marketing. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marketing pour une histoire qui est chouette, mais qui mérite sans doute pas autant d'attention. D'autant que, bon, l'un de mes problèmes avec ça, c'est que là, ce qui est fait, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Là où le premier tome passait pas mal de planches à installer son univers, à écrire de nouveaux personnages principaux, le médecin légiste, la nouvelle relation avec Gordon, à recréer un Batman, etc. Là, on oublie ça, mais on oublie aussi ça un peu vite parce qu'on ne bénéficie d'aucune des créations de cet univers du premier tome. C'est-à-dire que le médecin légiste, il apparaît pendant une demi-planche et ça sera un anonyme, ça sera exactement la même chose. Gordon, il n'a plus aucune personnalité. Enfin, ce récit-là est complètement autonome, donc c'est pour ça que moi, j'étais pas au courant que le quatrième reprendrait des éléments des trois premiers volumes, mais je me demande qu'est-ce qui va rester de ce volume-là dans le quatrième, alors qu'il est vraiment complètement autonome, qu'on n'a rien fait évoluer de l'univers de Batman, et que Batman lui-même, un peu comme dans le premier volume d'ailleurs, on ne dit rien sur lui, il n'a pas d'évolution psychologique, il ne manifeste aucune capacité particulière. Enfin, c'est un personnage qui est relativement en place, qui n'est pas forcément un problème, hein, mais c'est vraiment juste une force qui avance sans qu'il y ait aucun traitement psychologique du personnage particulier. Et en l'occurrence, l'univers n'avance pas non plus. Donc c'est un peu surprenant dans cette volonté d'en faire une série. Au moins, le dessin m'a davantage plu que dans le premier volume, même si on retrouve quelque chose qui m'avait un peu gêné dans le premier volume, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'effets graphiques pratiquement à chaque planche. Il y a une volonté de déstructurer la planche d'une manière un peu inventive, mais c'est une invention qui est purement gratuite, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas du tout le fond. Il n'y a aucune cohésion entre il y a parfois quelques effets de vague escalier quand on monte des trucs un peu faciles, mais bon, c'est pratiquement à chaque planche, il y a une composition différente des vignettes, et généralement ça ne signifie rien, c'est juste pour montrer une espèce de virtuosité de la planche. Ça peut rappeler quelques expérimentations d'un Sorrentino, par exemple, sauf que chez Sorrentino, c'est toujours pour exprimer un trouble constant dans la psyché des personnages. Là, c'est beaucoup plus gratuit, mais au moins, ça permet vraiment bah, ça permet vraiment un récit qui graphiquement reste continuellement vivant, qui attire toujours l'œil, et c'est plutôt une qualité, même si on peut être surpris par cette espèce de gratuité de la forme. Et au moins, il y a quelques très jolies planches, ce qui était moins le cas dans le premier tome. Là, il y a vraiment quelques planches où on se dit, ah oui, effectivement, là, il a réussi quelque chose, on voit où il en venir, il y a
une quasi pleine planche, par exemple, avec un Batman qui tient 2 visages dans ses mains, qui est assez impressionnante. Enfin, il y a des choses qui en jettent un petit peu davantage que dans le précédent. J'ai beaucoup aimé aussi l'espèce de mélange de références qu'il y a. Bon, on pense évidemment au film indonésien The Raid, où c'est pareil, des policiers qui doivent faire l'ascension d'une espèce de grand HLM qui est peuplé par des criminels et qui vont donc du rez-de-chaussée à l'étage supérieur dans un bâtiment qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas les codes. En ça rappelle aussi évidemment Arkham Asylum, toujours cette idée d'ascension et à la fois d'ascension dans un bâtiment, mais qui est aussi une métaphore d'une découverte des codes, puisque dès le début, là, Batman est surpris par des choses qui ont l'air presque ésotériques. Et vraiment, il comprend pas comment le son circule dans ce bâtiment, comment ce bâtiment est agencé, la manière dont les habitants décrivent le bâtiment paraît aussi surnaturelle. Donc, à la fois, en montant, il découvre, non seulement il parvient à faire la lumière dans le bâtiment parce qu'il vainc les criminels petit à petit, mais il fait aussi la lumière sur ce qu'est ce bâtiment exactement, ce qu'il signifie. Puis bon, on pense évidemment aussi à Candyman avec ce lien entre le super vilain et le bâtiment. Enfin, c'est un bon croisement de références qui sont à la fois très explicites et plutôt bien exploitées. Et j'aime bien cette espèce de tension entre le réalisme, parce qu'on exactement comme dans le premier tome en fait, on a à la fois une approche qui est très terre à terre et qui du coup en termes d'enquête n'est pas forcément très intéressante. Hein. Vraiment, Batman est un peu perdu, il avance et puis tout à coup en 3 pages, il explique exactement tout ce qui se passe dans ce bâtiment. Bon, on n'est pas vraiment gratifié par une résolution de l'enquête qui serait à laquelle on pourrait participer. Enfin, soit ça fait partie des codes de ce volume. Donc il y a une tension à la fois entre une espèce d'enquête un peu terre à terre et une tension vers le surnaturel. Où à chaque fois que quelque chose est surnaturel, on tente de l'expliquer et en même temps qu'on l'explique, il y a quand même, ça reste trouble. Ça reste de l'ordre du symbole ou du questionnement. Et bon, c'est une tension qui est plutôt chouette de retrouver un peu ça dans le premier tome aussi, qui allait un peu plus directement dans une espèce d'irréalisme, mais sans non plus assumer d'être complètement surnaturel. Donc bon, j'aime bien cette touche un Ouais, il y a une peu, espèce de doute qui s'installe. de touche un peu fantastique. Et voilà, même quand on résout, en fait, on résout pas tout à fait. C'est assez intéressant. Et bon, le récit, effectivement, c'est chouette, c'est efficace, les personnages sont bien dessinés. Pour le coup, je suis pas trop d'accord sur le fait que ça serait contraint en 80 planches. Pour moi, justement, ça gagne aussi à ne pas être plus long, parce que c'est un comics qui est vraiment très direct, qui aborde vite fait quelques thématiques sociales, mais qui justement n'essaye pas d'être un comic social, d'être un comic militant, de raconter quelque chose, mais juste de bien raconter son histoire avec des thématiques un peu sous-jacentes, mais qui ne font que servir le propos. Et à mon avis, ça sert vraiment l'efficacité de ce comic-là, qui est, encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très chouette, que j'ai largement préféré au précédent, qui à mon avis se perdait un peu plus à force de présenter l'univers et en même temps de faire avancer une histoire qui n'était pas non plus très satisfaisante, enfin qui savait pas exactement quoi faire en termes de ton et en termes d'histoire. Là au moins, c'est direct avec ce côté huis clos, très assumé, très direct, très chouette, mais qui n'est pas du tout majeur. Et voilà, encore une fois, pour moi, c'est ce que je disais sur le premier volume aussi, je ne comprends pas pourquoi c'est un lycée de luxe, alors que ça serait un très bon filler. Franchement, dans la continuité, donner 2 fascicules à cette histoire-là entre 2 runs majeurs pour laisser le temps aux scénaristes des runs de souffler, et c'est très bien. C'est vraiment de très bons fillers, très appréciés. Par contre, les sortir de cette logique-là pour les publier en récit autonome, à la fois autonome et sérialisé à 16 €, là, pas seulement d'un point de marketing, mais éditorialement, je trouve que ça ne sert pas le comics parce que toute personne qui le commente est obligée de dire que c'est très bien, mais c'est cher pour ce que c'est. Et c'est un peu dommage d'avoir cette retenue alors qu'on aimerait juste pouvoir l'encenser en tant que. En filler, on dirait juste ah oui, c'est très bien, c'est très chouette de dire ça, c'est rafraîchissant, on va passer à la suite, mais vraiment, c'était agréable. Là, on est obligé, malgré tous les louanges qu'on peut en faire, de le nuancer en pointant du doigt cette démarche marketing, ce prix-là. Et voilà, ça, c'est vraiment dommage parce que ça méritait un peu mieux que cette publication et cette logique-là. Ok, alors on va passer aux notes, les amis, comme ça on enchaîne avec le deuxième récit. Tiens, Siegfried, combien tu mets à ce récit sur 5? Je mettrais 3,5. Allez, 3,5, tout ça pour échapper à l'alerte Siegfried. Alex? Oui, je mettrais pareil aussi 3,5. 3,5. Kevin? Moi, j'ai mis 5. 5 sur 5? Ouais. Bah, il a reçu son il chèque. a reçu son chèque, celui-ci. Évidemment. Il a reçu son chèque, celui-ci. Bruno? Mais faut pas le dire. Ouais, je mettrais un petit 4. Un petit 4, c'est déjà pas mal, 4. Moi, je lui mets 3, les amis. Donc, ça nous fait 19 divisé par 5, puisque nous sommes 5 à noter, ça nous fait une moyenne de 3,8, alors 4. Allez, voilà, on arrondit à 4 pour... c'est quand même pas mal, hein, une note de 4 sur 5 Ouais. pour ce Batman Ouais. Dark Patterns, tome 2.
c'est quand même une belle note. On n'a pas tous les mois des notes comme ça, donc profitez-en les amis. Même si, comme on l'a dit, le tarif est assez conséquent pour le nombre de pages, mais voilà, vous achetez en conséquence de cause, en connaissance de cause, pardon. Et sur ce, les amis, on enchaîne avec le dernier récit, parce qu'on dit que ça va aller vite, mais en fait, le temps passe et nous, on est toujours là au premier récit, on enchaîne tout de suite. Le deuxième récit, c'est Wonder Woman, Harley Quinn, La souffrance et le don. C'est un récit un peu particulier, parce je vais laisser la présentation à Alexandra, mais avant ça, je vous donne les auteurs. Donc, Sylvain Runberg et Mickey Montio, j'espère que je prononce bien, pour le scénario et le dessin. Le prix de 20,50 € pour l'édition normale, 25 € pour l'édition limitée. Nombre de pages, 128 pages. Pour ce récit, il était publié le 26 septembre dernier. Alex, à toi la parole. Oui, c'est un récit un peu particulier car il lance une nouvelle collection qui s'appelle DC Création au sein de la maison d'édition Urban Comics, qui va permettre de donner la main à des artistes européens. Donc là, en l'occurrence, on a aux manettes un scénariste français et un dessinateur espagnol pour avoir le champ libre sur des personnages. Donc le choix s'est porté sur Wonder Woman et Harley Quinn. C'était l'intérêt de Sylvain, donc du scénariste, qui a un lien particulier, Wonder Woman étant son héroïne favorite, et Harley Quinn, une de ses antagonistes aussi privilégiée dans l'univers de Batman. L'idée, ça découle un petit peu de ce qui s'est passé, même si ça ne rentre pas dans les cases du partenariat qu'il y a eu et de la collaboration entre Marini et Urban quand on a eu le Batman de Marini. Et juste sur ce point-là, moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir d'autres visions, d'autres points de vue plus européens et moins une écriture à l'américaine qui va peut-être pouvoir varier les narrations et offrir d'autres portes d'entrée. Parce que clairement, sur ce titre-là, ça peut être, et ça l'était, en tout cas, c'est voulu du part du scénariste, d'être une point d'entrée sur le personnage de Wonder Woman et sur Harley Quinn dans un second temps. On se situe sur l'île de Themyscira, où les Amazones vivent depuis un certain nombre d'années sur cette île et ont leur réglementation, et on sent qu'il y a des points de tension. On sent que la dite sororité n'est pas forcément très efficace et que le pouvoir de la mère de Wonder Woman, de Diana, est remis en question et que ces directives ne sont pas soutenues de part de toutes les Amazones. Et tout ça va être... il va y avoir un point culminant avec l'arrivée de Harley Quinn, qui n'est pas censée connaître le lieu de l'île, et qui va arriver et qui va être complètement désemparé, qui va être blessé sous le coup du Joker et qui va demander l'asile à Wonder Woman. De là va se découler une histoire, il va y avoir un autre antagoniste, une autre méchante. La plupart des personnages sont féminins. Et elles vont s'allier, et donc Wonder Woman va guider, va prendre sous son aile Harley Quinn, qui ne va pas du tout être acceptée des autres femmes, et donc des scissions vont se passer sur l'île. Sur mon avis, il y a des choses très intéressantes sur ce titre qui aborde plein de choses, le lien maternel, le jeu de pouvoir aussi entre une reine et ses sujettes. Et justement, je parlais de sororité, où finalement ça re-questionne la sororité, parce que on voit bien que ces femmes-là qui sont entre elles, ça ne fonctionne pas forcément, parce qu'elles justement elles sont contre les hommes, ne supportant pas que les hommes arrivent sur leur île. Et là, quand bien même ce n'est pas un homme qui arrive, mais Harley Quinn, elle ne supporte pas l'idée que leur vie soit modifiée. Donc ça questionne ça. Sur Harley Quinn, moi, ça m'a pas mal chamboulé, parce que, comme je disais, ça ne suit pas la continuité. Donc là, la Harley Quinn qu'on voit n'est pas en couple avec Poison Ivy, sort d'une relation avec le Joker et est battue. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup interrogée, parce qu'à la fois, je trouve ça hyper intéressant que Sylvain aborde le fait qu'elle a été frappée. Surtout aujourd'hui, où on parle des violences faites aux femmes, évidemment des violences faites aux hommes, mais des violences faites aux femmes. Et là, c'est assez poignant. Il y a vraiment une case, moi, qui m'a marquée, où elle est
elle a des bleus, elle est ensanglantée. Donc voilà, c'est une vision intéressante. Et à la fois, bah, moi j'aimais bien quand Harley Quinn elle était heureuse et qu'elle était avec sa meuf. Donc je pense que c'est vraiment ça dépend de où on veut se situer sur le personnage. Moi je trouve que sur Wonder Woman c'est assez propre à qui elle est. Il l'a vraiment décrite comme la femme bienveillante qui essaye d'avoir une vision globale, qui essaye d'aider son prochain. Et ça lui va complètement. Ça se lie magnifiquement bien au dessin de Mickey Montlo. Mais pour Wonder Woman, je ne sais pas comment ça va être réceptionné. Moi, je sais que je suis encore hyper mitigée sur de là où on se situe d'elle et de comment il va la faire évoluer, parce que c'est un premier. On suppose que c'est un premier tome, à voir s'il y a une suite. Donc, c'est une bonne lecture. C'est très accessible. Après, pour lancer cette collection DC Création, je ne pense pas que ça soit aussi marquant que ça. Je pense que c'est un peu ça aurait dû être plus fort, plus impactant, plus démonstratif. Là, c'est une bonne lecture. Il y a plein de choses qui sont abordées, mais c'est pas transcendant, malheureusement. Il aurait fallu Batman. Non, il aurait fallu. Ah, mais ouais, je comprends ce que tu veux Je sais dire. pas s'il aurait fallu. En même temps, j'ai pas envie de dire trop de mal parce que je m'entends très bien avec les deux. Que j'aime beaucoup. Je trouve que le travail il a été quand même bien fait et je trouve ça quand même honorable de la part d'un homme d'aborder des sujets extrêmement féministes sur plein de points qui sont pas mal écrits, mais qui sont malheureusement en surface. On aimerait que ça soit plus approfondi, on aimerait que ça soit plus travaillé sur plein d'aspects. D'un côté, c'est positif et d'un côté, c'est négatif. Je reste sur ma faim et j'aimerais en savoir plus et j'aurais aimé être plus surprise. Ok. C'est aussi ton avis, Siegfried? Plus ou moins. En tout cas, effectivement, j'ai senti cette espèce de débordement d'intention Enfin, je pense que les auteurs avaient conscience d'être les premiers pour initier un label et du coup ont voulu vraiment faire beaucoup de choses en abordant beaucoup de thèmes qui peut-être leur tenaient à cœur ou en tout cas qui voulaient vraiment faire un comics marquant au risque d'aborder effectivement beaucoup trop de sujets. Et on sent à la fin qu'en fait, aucun de ces sujets n'est abordé correctement parce qu'il aurait sans doute fallu élaguer un peu pour laisser la place au sujet de se développer. Par exemple, il y a toute une grande scène de discussion, dialogue, slash procès autour d'Hippolyte, voilà, où on remet vraiment en cause son pouvoir. Et je sais pas, en 2-3 lignes, tout à coup, on passe à la scène suivante, qui est une grosse bagarre contre une autre méchante, et le premier thème n'est plus du tout abordé de tout le comic. C'est-à-dire que tout ce qui est contestation d'une Themyscira qui serait sclérosée par les égaux, tout à coup, n'existe plus. Au profit de l'habituelle grosse méga bagarre contre un super vilain qui vient effacer tous les thèmes pour fédérer tout le monde dans un grand élan positif. Bon, c'est un peu artificiel. De même, il y a beaucoup de surprises autour de l'évolution de Harley Quinn qui demande à ce qu'on l'appelle Arline pour symboliser le fait qu'elle commence une nouvelle vie avec une nouvelle identité loin du Joker et qui tout à coup à la fin accepte de nouveau qu'on l'appelle Harley mais sans du tout que ce soit explicité, à se demander si c'est pas juste une incohérence. Bon, c'est étonnant. Le traitement de la maternité qui devrait être un vrai problème parce que bon, dans une île où normalement toutes les Amazones sont stériles, comment se fait-il qu'une personne soit mère et est-ce que sa maternité signifie qu'elle a été en contact avec un homme, donc le tabou absolu. On voit à quel point ça devrait être un thème important qui devrait mettre tout Themyscira en émoi, mais en fait, comme c'est mélangé avec cette arrivée de Harley Quinn, en fait, on ne sait plus exactement quel est le sujet du comic. Ça met à la fois Harley au second plan et du coup, elle peut paraître un peu fade. Diana aussi peut paraître comme une Diana un peu classique. Et ce personnage d'Amazon enceinte ne sait plus trop si elle doit prendre la lumière ou l'ombre, si elle est au premier plan ou au second plan. Enfin, voilà, du coup, on ne sait plus trop vers où ça s'oriente. Et de même, j'ai moyennement apprécié cette idée qui est sans doute intéressante d'une Themyscira, mais vraiment complètement sclérosée, c'est-à-dire qu'il y a aucune sororité entre aucun des personnages. Même quand Harley Quinn arrive, à part Diana, absolument personne ne la soutient. La plupart des Amazones se comportent même comme des espèces d'adolescentes de cours d'école qui veulent juste bully la petite nouvelle. Et pour moi, ça a quelque chose d'un peu dérangeant parce que j'aime cette idée de trouble dans le paradis,
Mais pour ça, il faut qu'il y ait un paradis. Là, on a vraiment juste l'idée que, bah tiens, cette société de femmes idéales, en fait, elle n'est pas du tout idéale. Toutes les femmes, elles sont aussi pourries que les hommes. Et bon, bah finalement, cette espèce de grande sororité n'a jamais fonctionné, même entre les femmes. Et voilà, je trouve que ça mine un peu ce qui aurait pu être un discours féministe intéressant de qu'est-ce qui vient troubler l'ordre des femmes et quels sont peut-être les défauts sous-jacents, d'où est-ce qu'ils viennent exactement, est-ce qu'ils viennent de cette espèce d'autocratie et d'abus de pouvoir d'Hippolyte qui finalement est à la fois exposé avec une rudesse assez étonnante. Je pense qu'on a rarement vu une remise en cause aussi forte d'Hippolyte en tant que vrai autocrate, hein, qui prend vraiment des décisions dans le dos des Amazones, nocives à tout le monde sans les assumer, c'est gravissime. Et en même temps, c'est évincé pratiquement avec le sourire. Et voilà, pour moi, il y a une espèce d'inconséquence dans ce traitement scénaristique à force de tout aborder, tout est pas seulement abordé de façon secondaire, mais tout est mal abordé. Et voilà, non seulement c'est pas très, du coup, le comic est beaucoup moins marquant qu'il ne voudrait l'être, mais pour moi, il aligne vraiment les défauts où on pourrait même sentir, enfin, voilà. En gros, pour moi, c'est problématique parce que quand deux hommes se saisissent d'autant de sujets féminins, euh, dont on pourrait se dire que c'est quand même bien de les laisser à des personnes qui sont concernées parce que peut-être qu'elles peuvent les aborder avec plus de pertinence, c'est bien quand des hommes s'en saisissent pour montrer aussi qu'ils sont sensibles à ce genre de sujet, qu'ils essaient de s'en saisir au mieux. Et là, quand on ne s'en saisit pas parfaitement en tant qu'homme, on risque d'avoir une écriture masculine de sujets sensibles pour la condition féminine, et ça peut vite devenir un peu problématique dans toutes les lacunes que ça peut avoir scénaristiques, un peu graphiques aussi. Je trouve que bon, il y a quelques sexualisations, mais à la rigueur, on peut dire qu'elles sont moins marquées que dans d'autres comics, c'est pas dramatique. Je suis plus choqué par le côté vraiment très webcomic. Enfin, on sent en tout cas vraiment une touche très numérique sur certains dessins. Il y a même des visages qui sont carrément copier-coller, des choses parfois un peu étranges dans les regards. Enfin, globalement, ça sent un peu le webcomic à la fois dans le dessin, mais aussi dans l'approche narrative, je trouve, où parfois tout à coup on passe beaucoup trop de planches on le sait, dans le webcomic, il y a une logique de faire de la ligne, vraiment faire beaucoup de planches pour raconter peu de choses, parce que il y a une volonté aussi de faire durer qui permet de poser les ambiances, et là tout à coup ça s'accélère parce qu'il y a aussi un besoin de faire avancer l'histoire. Voilà, pour moi il y a des problèmes de rythme, des problèmes de manière d'aborder les thèmes, aussi d'écriture des personnages, parce que pour un comic qui s'appelle Wonder Woman Harley Quinn, la souffrance et le don, on s'attend à vraiment ce qu'on aille au fond de ces personnages pour raconter quelque chose. Et vraiment, moi, quand on me dit Wonder Woman et Harley Quinn sont sur Themyscira, le duo est à la fois inattendu et en même temps il a du sens. On se demande vraiment quels sont les conflits qui vont pouvoir naître de ça. Et je trouve que les conflits sont pas à la hauteur. Les conflits viennent pas des personnages, du coup ne permettent pas d'aborder les personnages, ne permettent pas d'enrichir ni ces personnages ni cet univers-là. Et je suis d'autant plus surpris de la conclusion, qui effectivement semble annoncer une suite. Mais du coup, on dit que la suite ne peut aborder aucun des thèmes du premier tome. Donc tout ce qui aurait pu être intéressant à continuer d'aborder pour l'enrichir, pour l'approfondir, parce que c'est un peu superficiel ici, en fait, semble ne dériver que vers une intrigue qui, dans ce qu'on nous promet en tout cas, paraît extrêmement basique pour la suite. Donc évidemment, ce sera peut-être pas le cas, mais le cliffhanger, en tout cas, est extrêmement basique. Et c'est vraiment un cliffhanger de combat tout bête qui est très loin de toutes les promesses narratives et thématiques de ce tome-là. Donc bon, voilà, j'ai un peu de mal, enfin un peu comme Alexandra, même si c'est pas exactement sur le même sujet, j'ai un peu de mal à me positionner sur le comic parce que je sens cette frustration d'une promesse qui est vraiment alléchante et de quelques bonnes intentions, en tout cas de quelques enjeux qui sont ambitieux. Et bon, on aime évidemment quand des auteurs ont vraiment envie de raconter des choses fortes, et en même temps, cette frustration de voir, enfin moi je le ressens ça comme très inabouti à peu près tous les niveaux. Et pour commencer cette nouvelle collaboration, c'est comme ça que conclut Alexandra aussi, je trouve ça un peu dommage parce que ça aurait pu être un titre extrêmement fort vraiment si tout était abouti comme ça voudrait l'être. Et là, pour moi, c'est vraiment pas du tout le cas, j'aurais totalement oublié que ce comic fait partie de ce label d'ici Création d'ici 2 semaines sans doute. Et bon, c'est un peu dommage. D'autant, voilà, ça commence d'ici Création, mais pourquoi est-ce que le récit autour de Damian, qu'on avait lu en juillet, qui était aussi écrit, dessiné par un Français, n'était pas chez DC Création, alors que c'était un peu plus fort. Donc voilà, il le crée maintenant, mais il le crée sans doute pas avec le titre le plus fort pour le commencer. Et peut-être que c'est un peu contre-productif de le commencer avec un récit qui aurait besoin d'être davantage, beaucoup plus mûr. Et là, je le sentais pas prêt en fait à sortir de cette manière-là, sous ce label-là, avec cette volonté-là. Ok, bon, j'ai définitivement fermé mon onglet avec l'alerte Siegfried, hein, je tiens à préciser. Mais alors j'allais lancer Bruno, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un problème de connexion, il vient de revenir. Je lance Kevin en attendant, comme ça Bruno peut récupérer le fil. Et qu'as-tu pensé de toi de ce récit, Kevin?
Il nous Moi, reste je une rejoins à minute 100%. pour conclure ce podcast. Moi, je rejoins à 100% sur ce qu'a dit Alexandra, donc je risque de dire exactement la même chose. Ouais. Mais je trouve que les thèmes qui sont abordés sont vraiment très intéressants. On a l'histoire d'Harley Quinn donc, qui devient une femme battue. On a cette histoire de femme enceinte, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'au niveau des dialogues, ça manquait d'émotion. Au niveau des dessins, c'est très bien représenté. On a Harley Quinn qui est très triste, qui a des bleus, tout ça. Mais au niveau des dialogues, c'est vrai que ça manquait quand même pas mal d'émotion. On n'en parle pas assez, je trouve. C'est vrai que ça aurait été plus intéressant d'avoir vraiment tout un arc là-dessus, par exemple, sur ces deux grands sujets-là. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Et puis au niveau des dialogues, ça manque vraiment d'émotion. Après, j'ai trouvé aussi que l'histoire était intéressante, malgré le fait que c'est vrai qu'on peut trouver ça assez étrange, le fait qu'Harley Quinn arrive comme ça. Bon, il y a une excuse qui a été qui est mise en place hein, pour justifier le fait qu'Harley Quinn arrive, Ouais. mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre quand même. Et après, moi aussi, ce que j'ai trouvé assez dommage, c'est au niveau de la fin. Peut-être que là, ça parlait beaucoup trop et qu'il n'y avait pas assez de scènes d'action, je dirais. Il y avait beaucoup de blabla à la fin. Mais sinon, j'ai trouvé que ce récit était quand même intéressant pour les sujets qu'il a abordés quand même. Et, euh, et voilà. Et au niveau des dessins, pour moi, c'est quand même assez excellent. On a beaucoup de pleines pages. On a, enfin, souvent, on a une Wonder Woman en pleine page, une Harley Quinn en pleine page. Enfin, voilà, on a beaucoup de magnifiques dessins. On sent qu'au niveau des dessins, ça a été quand même travaillé. D'ailleurs, à la fin de ce récit, on a un interview justement des auteurs où ils disent qu'ils ont commencé le projet en 2019. Donc, il y a quand même eu, je pense, un gros travail de fait là-dessus. Il y a quand même Quand un même, certain depuis laps de 2019. temps qui est passé, ouais. Voilà, il y a quand même beaucoup de temps qui sont passés. Après, voilà, malheureusement, c'est vrai que l'histoire n'est pas mémorable. C'est vrai qu'une fois qu'on aura lu d'autres récits, bah, c'est Toi, vrai que toi aussi, dans 2 semaines, tu l'auras oublié, c'est ça, comme Siegfried? bah, ouais, ouais, c'est ça le truc. Après, voilà, comme l'a dit Alexandra, il y avait des sujets qui auraient pu être beaucoup plus approfondis. Un peu plus approfondi. Ouais. Et malheureusement, ça ne l'est pas. Et du coup, bah, ça rend l'histoire un peu moins mémorable. Voilà. Ok. Bruno, je sais que tu as quelques petits soucis de réseau. Est-ce que tu nous as bien entendu et est-ce que tu peux rebondir? Oui, désolé, j'ai eu une petite coupure passagère. Donc, oui, bah, je pense que j'ai à peu près entendu mes trois amis. Ben, je suis dans le mood général quand même. Hein. Ouais. Je suis assez déçu. Je suis surtout déçu. Bon, il n'y a rien à dire sur le dessin, sur la charte graphique, sur le découpage. C'est de la belle ouvrage. Mais l'histoire, ben, l'alchimie prend pas, quoi. Pour moi, elle prend pas parce que c'est quand même deux personnages extrêmement forts psychologiquement. Harley Quinn, elle a été traitée par d'autres scénaristes, je trouve, de bien meilleure façon et sur des registres très différents les uns des autres. Et là, je trouve qu'elle est vraiment insipide, ce qui est d'autant plus dommage que, comme le soulignait Alexandra, il y avait tout pour que ça parte bien, même si on avait un peu du mal à accrocher sur le concept Harley Quinn femme battue. Au début, ça part sur une entre guillemets banale histoire de raquette. Moi, j'ai du mal à accrocher sur le fait que tout dérape aussi facilement sur une intrigue entre Harley Quinn et le Joker autour d'un événement finalement aussi presque anodin. Ça faisait bizarre. Ou alors, il y avait d'autres choses qui n'ont pas été vraiment expliquées, exploitées. Mais je trouve que si on veut partir sur le concept d'une Harley Quinn fragile, battue, etc., d'accord, mais soyons cohérents tout au long de l'œuvre. Parce que d'un coup, Harley Quinn qui suit l'entraînement des Amazones, ça aussi, faut faire le saut de foi quand même. Hein. C'est une criminelle. Bon, elle arrive sur Themyscira, déjà, effectivement, c'est un peu capillotracté. Et plutôt que d'être juste réfugié, ben, on va en faire une Amazone. Rien que ça.
mais rapide. Hein. Donc, ça manque de... Malgré le fait que le récit est beaucoup plus long en page que celui dont on parlait précédemment, je trouve que ça aurait mérité de prendre beaucoup plus de temps pour exposer ça et prendre le temps d'avoir vraiment de l'empathie pour la psychologie des personnages. J'ai aussi eu beaucoup de mal à accrocher à l'esprit général qui règne sur Themyscira. Je veux dire, on est loin de la sagesse ancestrale d'une population, certes, d'immortels, mais qui vivent depuis des siècles et des siècles et des siècles, et qui finalement se chamaillent. Alors, ok, on fait voler en éclats la notion de sororité, c'est très intéressant, mais je trouve que c'est mal exploité. L'antagoniste est un peu l'espèce de Deus ex machina, enfin qui n'est pas ex machina, mais qui débarque de façon un peu artificielle. Du coup, effectivement, on a du mal à recoller les différents morceaux qui sont exposés entre, effectivement, cette Amazone qui est enceinte, dont on a envie d'en savoir beaucoup plus, et dont on ne saura pas grand-chose de plus. De Harley Quinn qui débarque à ce moment précis. Alors bon, je trouve que le choix qui est fait pour arriver à recoller ces deux morceaux-là, il fait quand même un peu artificiel. Et je suis vraiment resté sur ma faim parce que là aussi, il y avait vraiment de belles promesses qui auraient pu émerger, mais ça prend pas. Ça prend pas du tout. Il y a des références à la mythologie antique, la mythologie grecque, qui, je trouve, sont ratées. En particulier au personnage d'Ulysse. Ouais. Bon, ok, pourquoi pas faire intervenir le personnage d'Ulysse. Désolé pour le spoil, mais bon, c'est pas un grand spoil parce qu'il a, Non, il a après, pas c'est vrai une... que ça n'a pas l'air d'être Ouais, mal. il a pas une... Voilà, mais voilà, le rôle qu'il joue, l'esprit dans lequel il est présenté, je trouve qu'ils auraient pris n'importe qui d'autre de la mythologie, ça aurait été pareil. Je ne vois pas en quoi c'était Ulysse. Hein. Même le Minotaure. Donc, il y a plein de... Hein. Même le Minotaure. Le Minotaure. Non, mais il y a plein de choses comme ça qui auraient pu être intéressantes, mais qui, je trouve, c'est même pas qu'elles sont c'est mal exploitées, c'est que c'est pas exploité en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait de bonnes intentions, mais au final, quand on finit l'ouvrage, on se dit bon. Ok, Ouais, je voilà sens que quoi. Bruno aussi va l'avoir oublié dans 2 semaines. Ok, ok. On l'a tout oublié. Je comprends. Ok. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait l'intention de deux comics qui ont été fusionnés un peu artificiellement, alors que, franchement, dans le même nombre de pages, n'aborder que l'une des deux intrigues, ça aurait été beaucoup plus intéressant. On n'aborde que cette histoire d'Amazon enceinte et donc de contestation du pouvoir d'Hippolyte indépendamment et à part, dans une autre histoire, un autre comic complètement, on aborde cette histoire de Harley qui débarque sur l'île et qui met à jour toutes les failles de l'île. Très bien. Là, ce mélange des deux, effectivement, ne fonctionne pas et surtout aboutit du coup à une conclusion qui est vraiment capillotractée, tellement elle essaye de joindre les intrigues en fait accentuant seulement à quel point elle ne se lie pas du tout, parce que l'artificialité d'un passage du passage d'une conclusion à l'autre vraiment te montre à quel point aucune des deux ne parvient à te marquer. Donc c'est dommage. Ok, alors conclusion les amis de ce récit. Siegfried, ta note. 1,5. 1,5. Tiens, Bruno. 2. Allez, 2. Kevin. Moi, je dirais 3,5. 3,5. Ah, celui-ci, il a reçu un petit chèque encore. Alexandra. Attends, il y a ton micro. On t'entend pas. Le micro. 3,5 pareil. 3,5 aussi. Ah, petit chèque. On a eu le même avis, c'est pour ça. Non, mais effectivement. Bon, moi, je ne l'ai pas lu, donc je ne donnerai pas mon avis. Et cette moyenne pour vos 4, les amis, ça fait 2,6, donc 2,5 pour ce Wonder Woman Harley Quinn, La Souffrance et le Don, le premier de la collection DC Création per Urban Comics, effectivement. Voilà pour ces lectures de septembre. Merci à tous. Ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout pour parler de ces deux récits. Il y a eu quand même une bonne note dans le premier récit, un peu moins pour le deuxième malheureusement pour lui. Je remercie bien sûr Alexandra
Bruno, Kevin, Siegfried pour m'avoir accompagné dans ce podcast et nous avoir donné vos avis. Et je le fais maintenant, j'essaie d'y penser à chaque fois, mais pensez pour ceux qui sont sur YouTube à mettre des petits pouces si vous avez aimé la vidéo et nos avis. N'hésitez pas également à mettre en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur batonlegend.com. Enfin voilà, bref, partagez-nous vos avis. D'ailleurs, je vous remercie sur YouTube, vous êtes de plus en plus à laisser vos avis dans les commentaires suite à ces Bat Reviews, et donc ça fait plaisir d'avoir votre participation à ces podcasts. Sur ce, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Et bientôt tout le monde. Salut! Salut! Au revoir.